Bon, bonjour, voilà, j'avoue que je suis très intimidé et en même temps très honoré de pouvoir parler de mes recherches auprès de vous. Voilà, mon intervention n'y a pas de PowerPoint, donc même on peut, voilà, mettre, regardez-moi, regardez mes yeux, pas besoin de regarder ce truc-là. De toute façon, toutes les illustrations que j'aurais pu vous présenter, elles ont déjà été présentées aujourd'hui, soit Pistorius, on a vu les bras bioniques, etc. Donc de quoi vais-je vous parler? L'intitulé, c'est Dispositifs implantés détachables, une comparaison anthropologique. Alors, tout d'abord, j'ai terminé une thèse qui porte exactement sur ce sujet. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de augmentation humaine, c'était il y a une dizaine d'années sur un site très peu recommandable, puisque la Science et Vie disait de ne surtout pas y aller. C'est un site qui s'appelait trépan.com. Et c'était en fait un site de gens qui font l'apologie de la trépanation. Et donc il se disait, en fait, c'était le père fondateur de cette secte, ce groupe de pensée, avait pris du LSD à Amsterdam et finalement a décidé de se faire un trou dans le crâne pour rééquilibrer sa pression interne, etc. Et donc ces gens-là parlaient, il y a une dizaine d'années, avec véhémence qu'il fallait un homme augmenté en faisant une trépanation. Alors en fait, ça paraît anecdotique, mais on se rend compte que la trépanation, par exemple, ça date depuis la préhistoire, c'est depuis le paléolithique que ça a été fait. Bon, c'est pas du tout ma thèse, mais dans cette histoire-là, il y avait quand même l'idée de vouloir modifier l'homme, donc l'anthropotechnie, ce que maintenant Jérôme Goffet nomme anthropotechnie. Alors, pour resituer tout d'abord, les endoprothèses, donc les prothèses implantées ou les prothèses détachables, sont des outils. Donc, selon Yves Coppens, je lui fais confiance là-dessus, il dit que l'outil façonné humain daterait d'il y a 3,5 millions d'années, à peu près. Donc, ça fait vraiment extrêmement longtemps. Et le roi Gourand, dans Le geste et la parole, explique que l'humain extériorise ses gestes sous forme d'une activité technique, d'outils, et aussi extériorise son activité symbolique avec le langage. Ces deux extériorisations de l'humain ont une influence majeure en retour sous forme de réintériorisation, soit physiologique, soit psychologique. La réintériorisation physiologique, ce sont les implants inertes. Les implants, les prothèses de dents, de hanches, mammaires, ce genre de choses. La réintériorisation psychologique est plus subtile, puisqu'elle nous affecte, mais au niveau de la plasticité du cerveau. Alors, les outils, on l'a vu ce matin, existe le prolongement de l'humain par les outils, et ça fait énormément de temps que ça existe. La rupture qui semble s'opérer actuellement, c'est l'utilisation de l'informatique. Donc là, on a vu l'histoire de l'informatique. L'informatique, c'est de l'écriture et c'est du code, c'est du calcul qui s'auto-exécute, automatisé. Donc, on a conféré à nos outils automatisés une certaine indépendance. Et cette indépendance-là agit sur nous. Alors, si on implante un outil de ce type dans le corps, il va agir sans nous. Il va agir pour nous. Et si on utilise un programme, on se retrouve avec une interaction qui n'est pas l'interaction avec un autre humain, avec un autre animal, mais avec un outil, une machine préprogrammée. Alors, la question que je me suis posée par rapport à tout ça, c'était comment l'hybridation s'opère vraiment concrètement. Puisqu'on peut réfléchir, et il faut réfléchir à ça d'un point de vue théorique, mais l'apport de la socio-anthropologie, de l'anthropologie, c'est d'aller observer sur le terrain. Alors, quels ont été mes terrains pour alimenter mes réflexions? Le premier terrain, ça a été le pacemaker. Puisque je me suis rendu compte, je me suis dit que le pacemaker existait depuis 50 ans et que c'était déjà une technologie implantée dans le corps, et donc on a déjà de retour d'expérience, aussi bien sur l'acceptation de l'outil, l'acceptabilité sociale, sur les problèmes médicaux que cela pose. Et donc, au début, je me disais que la grande modification de l'humain, ça serait surtout l'homme augmenté ou réparé, ça serait surtout par le biais de prothèses implantées. C'était peut-être mon imaginaire qui me poussait à ça. Et j'éludais complètement le fait que j'utilisais des ordinateurs en permanence et que j'en étais à moitié cyberdépendant. Et en fait, mon terrain premier, ça a été donc le CardioSteam, qui est une association de cardiologues française, qui organise CardioSteam aussi, un salon international, et qui travaille sur le secteur de la cardiologie. Donc c'est vraiment la grande fédération avec tous les chirurgiens qui sont à la pointe de ces questions. Et du coup, en allant voir
Dans le bloc opératoire, j'ai déjà moi-même été, en tant que sociologue, été très impressionné à la fois par la réalité de l'opération chirurgicale et en même temps par le fait que c'était pas comme ce que j'imaginais. Mais ça, je n'aurai pas le temps d'en discuter. Et mon deuxième terrain, ça a été d'explorer, en fait, la question de l'implantation ou pas des machines. Et pour cela, je suis allé au Japon et au Tokyo Institute of Technology, où j'étais dans un laboratoire qui s'appelle le Koike Lab, qui travaille en fait sur les différentes méthodes pour interfacer directement un cerveau avec une machine. Soit par le biais d'expérimentations invasives, c'est-à-dire en faisant des trous, comme le film de science-fiction, soit en utilisant des systèmes de prothèses détachables. Captation par exemple de l'EMG, des signaux électriques pour les bras, ou des systèmes qu'on utilise tous, c'est-à-dire la réalité, non pas la réalité augmentée, mais simplement les systèmes d'interface à écran et informatique, clavier, et puis aussi des systèmes haptiques un peu plus performants, des systèmes de réalité augmentée. C'est là que j'ai été sensibilisé il y a quelques années à la réalité augmentée. Il faut absolument que je trouve le temps d'en parler un petit peu, parce que là je vois que le temps file. Alors donc, pour aller très rapidement, là, je me suis en fait peu à peu rendu compte que la question de la frontière dans le corps, ou pas dans le corps, c'était pas si intéressant que ça. Ce qui était plus intéressant, c'est le rapport qu'on a à l'objet. Alors, par exemple, puisqu'on peut tout avoir une gradation, en fait, qui peut être du simple contact à la greffe. L'objet implanté peut gérer le rythme cardiaque, et du coup, il est vital. Dans certains cas, si l'implant tombe en panne, on est mort. Dans ces cas-là, on pourrait se dire que là, c'est vraiment le maximum de l'hybridation. Or, je vais aller à l'essentiel, quand on implante quelque chose dans le corps, ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas par hasard. Quand on implante quelque chose dans le corps, c'est souvent parce qu'il y a une maladie. Il existe à la marge, et on l'a vu avec le Bahia Beach Club, des opérations où on met autre chose dans le corps, mais pour l'instant, ça a fait un four en quelque sorte. Il n'y a pas beaucoup d'acceptabilité sociale par rapport à ça, parce que, voilà, quand on implante quelque chose, il faut déjà faire un acte chirurgical. Donc quand j'étais au bloc opératoire, j'ai trouvé le nom de ma thèse, qui s'appelle « Le métal et la chair », puisqu'à un moment donné, la patiente auquel on mettait un pacemaker, quand on l'a recousu, ça y est, je voyais Super Jenny. Je voyais en fait du titane à travers la fente dans le thorax de cette femme. C'est très impressionnant. Je me disais vraiment quelque chose de très, très hétérogène et associé. Mais en fait, une fois qu'on recoue, et une fois que l'esprit apprend à vivre avec, on se rend compte que les endoprothèses, elles n'ont pas été mises là par hasard, elles ont été mises là pour réparer le corps, et de ce faisant, elles servent en même temps à rassurer la personne qui les porte, et il y a un accompagnement social. C'est là où je veux en venir. Quand on met un implant, en fait, en règle générale, il y a un accompagnement social. C'est des médecins qui prescrivent, les pharmaciens, les industriels voudraient qu'on porte tous des pacemakers, ça les arrangerait. Parce qu'ils essaient d'en vendre un maximum, mais en même temps, non. Parce que les médecins, eux, ils jugent si c'est valable ou pas de le mettre. Ensuite, il y a le système de soins de santé en France, c'est entièrement remboursé. Toutes ces choses-là font qu'il y a du contrôle social. Donc, on met pas donc les endoprothèses, donc les prothèses informatisées, existent depuis 50 ans. C'est pas du tout nouveau. Et pourtant, elles ne posent pas un réel problème en termes de contrôle social. Je pense que, bon, là, j'ai pas le temps de beaucoup m'appuyer là-dessus, mais en gros, il y a un accompagnement social assez fort. Donc par contre, l'homme augmenté, c'est un autre cas de figure qui m'a finalement de plus en plus intéressé. Puisque on a dit que l'humain réparé, c'était par exemple l'humain auquel on greffait un pacemaker afin de gérer son rythme cardiaque. Ça peut être aussi un diabétique auquel on va mettre une pompe à insuline dans son péritoine pour pouvoir envoyer de l'insuline de l'intérieur du corps. Ça peut être l'implant cochléaire. Tout ça, c'est très fortement contrôlé. Il y a des implants détachables qui sont aussi contrôlés, c'est les prothèses de membres. C'est aussi des médecins qui s'en chargent. Donc même si elles sont détachables, on peut détacher le bras. La question n'est pas très intéressante de savoir si détachable ou pas détachable. Je pense que c'est la régulation, l'accompagnement social qui est très déterminant. Et c'est là où je veux en venir. Concernant les prothèses cognitives, que ce soit les informatiques, que ce soit les tablettes tactiles et toutes ces choses-là, là par contre, il n'y a pas réellement d'accompagnement social. En tout cas pas pour l'instant. Alors on a évoqué tout à l'heure Tetris, qui est l'exemple pris par Andy Clark, pour expliquer qu'on peut utiliser des modélisations externes pour pouvoir penser. Donc de là, il en déduit qu'il parle de l'extended mind, Andy Clark, très intéressant, puisque en fait, quand il dit l'extended mind, c'est qu'avec tous les outils qu'on utilise, une partie de notre activité cognitive, selon lui, serait extérieure.
Alors certains le prennent au mot en disant mais non, mon calepin il pense pas, moi c'est moi qui pense avec mon calepin. En tout cas, Andy Clark, il soulève quelque chose d'intéressant, c'est que de plus en plus on pense en réseau. Quand les gens utilisent Google, n'apprennent plus, même tout à l'heure, voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous citer du Nietzsche, mais le truc de Nietzsche, j'étais sur ma tablette, puis je ne le trouvais pas, je ne l'avais pas vraiment en tête. Dans ma tablette, là, je crois que j'ai tout Platon, tout Aristote, mais c'est pas pour autant que je l'ai entièrement lu, je dois l'admettre. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et alors donc, je vais passer sur les implants qui ne seront pas médicaux, puisqu'en fait, il y en a. Donc on a vu le RFID. Il y a des implants, il y a aussi une dent. Il y a aussi une dent qui permettait d'entendre des voix, en fait, simplement. Ça communiquait par os, ça n'a pas marché non plus. Donc, bon, les gens n'ont pas tellement envie de passer au bloc opératoire pour avoir de la technologie. En fait, il n'y en a pas besoin. Les interfaces sont tellement sympathiques qu'il n'y a même pas besoin de savoir écrire ni lire. Ça va peut-être poser problème pour les enfants, puisque finalement, ils n'ont plus besoin d'apprendre à lire, à écrire, à compter, puisqu'ils ont déjà les tablettes tactiles. Et donc, là aussi, pour les constructeurs qui sont comme les vendeurs de pacemakers, ils aimeraient qu'on ait tous une tablette tactile. Comme par hasard, on s'y met plus ou moins tous. Et là où c'est intéressant, c'est de voir que comme c'est pas implanté, ces objets, on va pouvoir les changer plus facilement. Et c'est pour ça que je pense qu'à court terme, on ne va pas aller vers des objets implantés, des téléphones portables implantés dans la tête. Probablement qu'on va rester sur du détachable, puisque c'est plus bénéfique pour la vente, en fait, en termes de vente. En dépit du fait, l'obsolescence programmée, quand on voit les Mac, par exemple les nouveaux iPhone, le 5S ou 5GS est déjà en préparation pour juin, je pense. Voilà, donc du coup ça pose des questions anthropologiques hyper importantes, puisque au niveau écologie, vous vous rendez bien compte qu'il y a peut-être un problème. Les stocks d'indium, par exemple, pour faire les écrans plats, ont complètement chuté en 10 ans. Donc on s'achemine vers une économie de pénurie, un peu comme Daniela Serki l'évoquait au cours du précédent workshop sur les membres automatisés, c'est-à-dire qu'on s'achemine vers une pénurie écologique, puisqu'en fait on se rue sur ces objets. Donc ce discours marketing, en fait, c'est visiblement le seul discours accompagnateur de la diffusion massive de ces objets. Le smartphone a été extrêmement rapidement adopté, l'iPad, personne n'imaginait même une tablette tactile il y a 4 ans, et maintenant tout le monde en veut une, tout le monde en a une. Donc c'est là où on peut reprendre le concept qui est utilisé par Michel Timon Cornillo, qui parle du déferlement, en le reprenant chez Ernst Jünger, Brandung. Alors je reprends Michel Timon Cornillo, qui dit qu'en fait, il y a parfois des mouvements de houle qui sont pas souterrains, sous-marins, on ne les voit pas. Et c'est quand elles rentrent en contact avec le rocher que d'un coup, jaillit la vague. Là, au niveau du déferlement de l'objet informatisé dans nos vies, l'intérêt, c'est que de voir qu'il y a eu une volonté de nous diffuser ça dans notre société pour augmenter la productivité, la communication, etc. Et là, je pense qu'en ce moment, on est en train d'arriver à un moment où un des impacts jaillit. Nicolas Carr nous parle par exemple dans Pourquoi Internet nous rend-il bêtes. Marianne Wolf nous parle de l'impact de la cognition assistée par informatique, c'est-à-dire que notre cerveau s'habitue à ces interactions constantes. L'extended mind, c'est-à-dire que notre cerveau de Andy Clark, c'est qu'on a besoin toujours de ces machines de plus en plus. Google Glass, qui sera le nouvel, peut-être, probablement même, le nouveau must-have l'année prochaine, dans 2 ans, les écrans ne seront plus à porter demain, elles seront tout le temps. On pourra les porter en permanence sur les yeux. Du coup, on pourra mélanger la vie réelle, la vie numérique. D'ailleurs, Google a sorti son premier jeu qui s'appelle Ingress. C'est un jeu qui est conçu pour utiliser ce genre de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on verra peut-être des gens courir dans la rue après des lapins imaginaires, eux seuls verront, des choses très intéressantes et en même temps très préoccupantes au niveau du lien social. C'est déjà le cas aussi. Oui, il y a déjà des choses de réalité augmentée avec smartphone, mais là, on les aura carrément sur la tête. On pourra aussi faire plein de choses avec ces lunettes, s'enregistrer, enregistrer les uns les autres, il y aura plein de problèmes de vie privée, etc. Mais après les Google Glass, il y aura peut-être des lentilles qui auront les mêmes fonctions, et puis après, de toute façon, là, on est dans la course à l'échalote. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que l'automobile, au début du XXe siècle, il n'y avait pas de contrôle. Quand les chauffards écrasaient des passants, c'était la faute des passants, il y avait des obstacles au progrès. Bon, après, on est un peu revenu par rapport à ça, on a mis le code de la route, il y a eu même la ceinture de sécurité. Et donc, je pense que ces outils informatiques sont là, mais c'est peu à peu que les usages sociaux vont se mettre en place. Sans technophilie, technophobie, on va se rendre compte que certains usages sociaux sont délétères. Je vois Sherry Turkle
qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Alone Together, qui parle en gros de la présence absente que l'on a avec les machines que l'on utilise, où les groupes sont ensemble et pourtant ils sont tous en train de tapoter sur leur clavier. Ça m'arrive aussi. Je veux citer aussi, puisque là j'arrive à la fin, Jaron Lanier, qui était un des grands, enfin qui est l'inventeur du concept en tout cas de réalité virtuelle, qui dit attention, vous n'êtes pas des gadgets, à force d'interagir avec des programmes, vous devenez des programmes, on vous traite comme des programmes. Alors, je reprends quand même, je m'impose, l'idée de ce matin qui est très intéressante, Icar et Dédale. Oui, alors ça c'est vraiment un moyen de penser ça. Certaines personnes sont des Dédales, peut-être des gens que j'ai rencontrés au Japon, qui inventent des processus. Et d'ailleurs, des gens comme Tim Berners-Lee, par exemple, qui a inventé le web, il n'est pas fasciné par son web, il n'est pas accro. Hein. Il l'utilise, il est content d'avoir inventé, mais il n'est pas tout le temps dessus. Et par contre, les Icars, il y en a plein. Et là, je voudrais essayer de résumer un peu toute cette chose-là. C'est que le roi courant dit qu'en extériorisant un peu trop notre activité symbolique et technique, on risque de ne plus savoir rien faire de ses 10 doigts. Et là, je mets en garde le fait qu'on pousse les enfants très jeunes à utiliser de plus en plus ces machines qui sont peut-être au départ faites pour des adultes, limite au début pour faire la guerre, des usages professionnels. Maintenant, on s'ébahit parce qu'on voit un enfant de 2 ans utiliser un tel machin. Et en fait, ces outils, ils ont une telle affordance, c'est-à-dire une facilité d'usage, que n'importe qui peut l'utiliser. Seulement, il faut réfléchir, qu'est-ce que cela peut provoquer? Jean-Michel Beignet vient d'écrire un livre qui s'appelle L'homme simplifié, qui va peut-être un peu dans ce sens, qui est de dire que les outils sont de plus en plus complexes, et nous, on risque de devenir de plus en plus simples, puisqu'ils penseront à la limite à notre place. J'abuse un petit peu, mais ça va vers la tension, vers l'obsolescence de l'homme, l'idée que nos techniques nous dépassent, et que nous en serions inférieurs. Donc, je pense que je dois arrêter là. J'ai essayé de vous donner un maximum de... Allez-y. Ça m'apporte juste une remarque. Je pense qu'aujourd'hui, on est justement, c'est bien rendu compte qu'on était sur quelque chose de disproportionné. Il faut augmenter le son. La femme augmentée. La femme augmentée, alors qui souffre d'une otite carabinée, donc en plus c'est merveilleux. Vous m'entendez, mais je ne m'entends pas. Juste une petite remarque pour compléter ce que vous venez de dire. Je pense qu'aujourd'hui, justement, en tout cas dans le milieu industriel où je travaille un petit peu, on est en train de revenir justement sur cette disproportion où finalement tous les systèmes sont devenus extrêmement riches et il y a un appauvrissement sur le plan cognitif, moteur, etc. Et aujourd'hui, en tout cas en téléphonie, on est en train de se rendre compte de l'intérêt d'avoir des retours haptiques et des choses beaucoup plus riches en termes de feedback, et pas seulement parce qu'on en a besoin, j'allais dire en termes de usabilité, enfin, d'utilisabilité, mais aussi parce que c'est, je vais essayer de parler en français, mais aussi parce que ça contribue au sentiment d'auto-efficacité qui est extrêmement important et valorisant pour les sujets. Et voilà, je fais un glissement sémantique, mais on n'est plus ici chez les individus, on nous considère comme des sujets. Je propose de passer à l'intervenant suivant, qui est justement le plus grand.